Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Nous sommes le 8 mars 2018. Le plaisir de vous retrouver encore cette année pour faire le point sur les droits des femmes. Ici, en ce jour, nous rendons un vibrant hommage à toutes ces dames qui ont perdu la vie, notamment à Mariam Kallo, à Oumoutabara Diallo, à Adama Yatara et Aïcha Touré, tombée sous les coups alors que le combat est encore loin d'être fini. Le combat est en train de se mener, loin d'être terminé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver encore cette année, le 8 mars, vous le savez, une occasion de faire le point sur l'actualité, surtout restez connectés et envoyez nous vos messages que nous allons relayer. Vous le savez, le 8 mars de chaque année est mis à profit pour évaluer et célébrer les avancées des droits des femmes rendues officielles en 1977 par les Nations Unies dans le sillage des luttes féministes. Les objectifs liés à cette célébration sont loin d'être atteints. 516 millions de femmes sont encore analphabètes selon l'UNESCO et 628 millions de jeunes de 15 à 24 ans, dont une majorité de femmes, sont sans emploi, sans formation et sans éducation. En Guinée, l'accent est mis cette année sur l'autonomisation des femmes rurales. Quelles difficultés rencontrent-elles? Pour répondre à cette question, nous aurons comme invité Mme Mawa Kourouma, elle est entrepreneure, et Mme Marie Touré, directrice nationale de la promotion féminine et de l'enfance. Le mois de la femme arrive dans un contexte particulièrement douloureux pour les femmes guinéennes. 3 d'entre elles, il faut le rappeler, 4 même, ont perdu la vie suite à des coups administrés par leurs conjoints. Une en France, la deuxième en Belgique. La dernière ici à Conakry est décédée en couche, laissant un petit orphelin. Beaucoup de voix se sont donc élevées pour parler de ces agissements d'un autre âge. Quelle est l'ampleur du phénomène en Guinée? Quelles sont les statistiques? Le contrôleur général Boubacar Kassé, porte-parole de la police, et maître Alimatou Kamara, coordinatrice de la clinique juridique du projet OGDH FIDH. Nous écouterons également le témoignage d'une victime de violences conjugales. Elle touche entre 50 et 100 000 femmes dans le monde chaque année. Les fistules obstétricales affectent donc généralement les femmes africaines et asiatiques parce que liées à des accès non limités aux soins médicaux. En Guinée, les femmes rurales en sont souvent victimes. Des femmes quelquefois mises au banc de la société et abandonnées à leur triste sort. Qu'en est-il de la prise en charge et de la réinsertion de ces femmes? Pour répondre à ces questions, nous joindrons depuis l'Abbé Mme Fatoumata Sow. Elle est conseillère unité fistule à l'hôpital régional de l'Abbé. Vous pouvez envoyer vos messages comme d'habitude GG au 8037 ou au 657 39 13 13 ou au www.espacefmguinée.info ou sur Twitter bien entendu avec le hashtag espace GG. Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Bonjour Mafoudia. Bonjour Moussaïro, bonjour à tous. Asma Oubari qui nous rejoint, il faut le dire, elle est journaliste activiste des droits de l'homme, présidente de l'APAC, l'association des professionnels africains de la communication. Bonjour Asma, encore une fois, le plaisir de te retrouver dans cette émission. Bonjour Moussaïro, le plaisir est le mien ici. Alors, Adiatoulaye qui nous rejoint, journaliste à Lynx FM, blogueuse mais aussi activiste des droits de l'homme. Bonjour Adiatoulaye. Bonjour Moussaïro, bonjour à tous. Arissa Tousso, elle est de la maison, elle est la secrétaire de rédaction à Espace FM. Bonjour et bienvenue. Bonjour Moussaïro et bonne fête à toutes les femmes. Bien, est-ce qu'il faut parler de fête? On va le découvrir au cours de cette émission. Bien entendu, le débat il va être lancé. On va ouvrir le débat avec ces femmes hier qui ont envahi les rues de Conakry, notamment à Sonfonia, à Bonfi, mais aussi à Kaloum pour demander la reprise des cours. On commence avec vous, Asma Oubari. Et oui, hier, nous avons vu des images, nous avons compris que lorsque les femmes, à un moment donné, elles ont envie d'aller de l'avant. Moi, après avoir vu en fait les images d'hier, je me suis tout simplement dit que c'est une forme de génération consciente que nous sommes en train de revoir en Guinée. Il y a quelques années, les femmes ont certes fait
auparavant, mais il y a eu un moment de répit où alors elles pensaient que oui, le combat n'était plus le leur, et maintenant elles se sont réveillées. Et voilà, hier nous avons vu sur l'autoroute Fidel Castro, moi ce qui m'a surtout impressionné, parce que ça a été une marche spontanée. Elles sont sorties des marchés pour marcher sur l'autoroute, réclamer le retour des enfants à l'école. Il faut aujourd'hui que les femmes comprennent que si les hommes se battent pour une cause, quelle qu'elle soit, il faut qu'elles retrouvent leur part à l'intérieur de tous les combats, qu'elles puissent mener ces combats aux côtés des hommes. Et de l'autre côté, sur l'autoroute Le Prince, nous avons également vu ces dames de l'opposition, mais il n'y avait pas que les femmes de l'opposition apparemment, parce que j'ai vu des femmes qui n'ont aucune... C'est vrai à un moment, ce n'était plus une connotation politique. Ouais. Il y avait à un moment, la marche n'avait pas pratiquement de connotation politique, parce qu'il y a eu d'autres femmes qui se sont jointes à celles de l'opposition pour organiser cette marche-là. Et de toutes les façons, des deux marches, je veux dire que le combat reste le même. C'est un même but, peut-être c'est le chemin qui diffère, mais il faut que les femmes aujourd'hui puissent elles aussi jouer leur partition dans tous les combats de la nation, parce que c'est de cela il s'agit. C'est vrai que la marche sur la route Le Prince parlait notamment de ces violences que nous vivons ici à chaque fois qu'il y a manifestation, des femmes, des mères. C'est en quelque sorte des mères qu'on a vues sur la route Le Prince, parce qu'il y avait des activistes de la société civile, des journalistes qui se sentaient concernés en tant que mères par toutes ces personnes qui ont perdu la vie. Mais après, dans la journée, c'était si spontané qu'on s'était étonné de voir de Madina à l'aéroport Mafoudia des femmes demandant la reprise des cours. C'est vrai que depuis un mois, les enfants chôment, ils sont à la maison. Oui, c'est vrai que les enfants chôment. Et moi, sur les deux manifestations, je pense que ces deux manifestations ne sont pas liées. D'abord, il y a la première qui était programmée, on le sait, ça fait plusieurs jours que les initiatrices sont sur les ondes pour effectivement annoncer cette marche. Et c'est bien de savoir qu'au sein de ces partis politiques, il y a des femmes aussi qui se sentent concernées et qui se disent oui, nous aussi on peut faire quelque chose pour justement aider au changement. Et ces femmes sont sorties, c'est pour une marche qui ressemble à celle qu'on a vue plusieurs fois ici en Guinée, quand c'est Cellou Dalein qui est à la tête ou quand ce sont les SIDA et autres. Et on en vient à la même conclusion, les opposants qui marchent pour obtenir des choses. Il y a l'impunité qui est dénoncée, il y a l'injustice qui est dénoncée, et c'est dénoncé à tout bout de champ. Mais malheureusement, en face, on a une équipe quand même gouvernementale ou un État qui ne veut pas répondre aux aspirations du peuple. C'est à regretter. Mais quand on prend la marche sur l'autoroute Fidel Castro, comme le disait Asmaou, ça a été spontané. C'était pas une marche en tant que telle, c'est une manifestation. Une manifestation, c'est mieux, juste, je suis d'accord avec toi, c'est mieux de parler de manifestation que d'une marche. C'était spontané, elles sont sorties, et moi, c'est quelque chose que je salue, parce que quand même c'est difficile de comprendre qu'on est dans un pays où quand même ça fait un mois que les enfants ne vont pas à l'école et que la chose passe inaperçue et qu'on vague à nos occupations comme si de rien n'était. Pourtant c'est dangereux ce qui est en train de se passer. Un mois, aujourd'hui on est en train de parler d'année blanche, mais moi personnellement je sais qu'on n'ira pas vers une année blanche, parce qu'on va tout faire pour se rattraper, mais après il y aura des conséquences sur le déroulement même des cours de ces enfants. Quoi qu'on fasse, il y en aura. Après, c'est pour nous dire, après, vous avez des difficultés, vous n'êtes pas formé, il faut vous former. Déjà qu'on a un problème de formation, et si encore il faut arrêter le peu de formation qu'on reçoit, je pense que c'est à regretter. Donc, cette initiative des femmes, c'est vrai que j'ai entendu des propos comme quoi il y aurait encore une manipulation derrière. Je ne m'inscris pas dans cette logique, parce qu'à un moment, il faut croire aux Guinéens, il faut croire à leur volonté de changer la donne. Il faut leur croire quand on sait tout ce qui est en train de se passer. Ces femmes sont sorties, j'espère qu'elles seront entendues et que la prochaine fois, ce sera si on veut, un mouvement d'ensemble pour effectivement, ce n'est pas pour appeler à l'insurrection ou appeler à quoi que ce soit, mais cette équipe qui est là a besoin de nous entendre. Parce que si on a une équipe gouvernementale qui continue à faire les choses à son rythme, parce que finalement, on a l'impression qu'ils sont là, on les laisse faire, ils peuvent faire de nous ce qu'ils veulent. Et c'est à regretter, ces enfants doivent retourner à l'école. Parce que les conséquences, ce n'est même pas au niveau de ces 40% qui sont discutés. Imagine une mère de famille
qui n'a pas son mari, qui vend des galettes tous les matins pour mettre ses enfants à l'école, et sachant que dans certains quartiers aujourd'hui, on n'a même pas d'école publique, donc les parents sont obligés d'aller avec les privés. Et ces parents la payent. Et si c'est pour payer et se retrouver l'année suivante à ne rien faire, je pense que c'est des conséquences qui sont un peu plus en bas, mais qu'il faut regarder. Donc vivement de telles actions pour amener ces gens à réagir. Alors Adiatoulaye, est-ce que vous partagez l'idée de la manipulation? Parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose, on nous sort l'idée de manipulation. Est-ce que, à votre avis, à supposer qu'il y ait manipulation, le gouvernement n'aurait-il pas prêté le flanc? Moi, je ne partage pas l'avis de manipulation. Hier, j'ai suivi la marche des femmes de l'opposition, mais il n'y avait pas que ces femmes de l'opposition dans cette marche hier. Parce que moi, c'est d'abord l'intervention de Madame Ba Maïmouna, qui est intervenue dans les GG hier, qui m'a interpellée. Parce que la communication qui a tourné autour de cette marche, ça disait que ce sont les femmes de l'opposition qui marchaient. Alors, à la base, ce sont apparemment les parents des victimes, les mères des victimes, qui ont initié cette marche, et ils ont été accompagnés par les femmes de l'opposition républicaine. Moi, j'ai suivi les différents discours hier au rond-point de Bambeto. Il n'y avait pas que les femmes de l'opposition qui se sont exprimées. Il y avait ces mères, il y avait des femmes des ONG de défense des droits des femmes, de la société civile. Alors, ça expliquait tout simplement qu'on en avait marre de cette impunité, de ces tueries sur cette voirie, parce que c'est pratiquement sur l'axe que ça se passe. Mais disons que ces tueries ne concernent pas que les enfants des militants de l'opposition. Parce qu'à un moment, c'est des gens qui sortent pour aller, des innocents qui sont tués. Par exemple, cet élève qui a été tué, un élève qui fait la 10e année, qui sait même s'il savait, un garçon de 16 ans, c'est quand même assez regrettable. Alors pour cette connotation, cette manipulation qu'on colle à cette marche, je crois que les gens vont accepter de se débarrasser de ça. Parce que cette marche dit tout simplement que les gens en ont marre, Après cette marche, c'est celle-là qui était programmée le matin, mais il y a eu des manifestations un peu partout à Conakry. À cause vers 16h, nous, on a eu du mal à rentrer parce que les femmes étaient sorties pour dire on en a marre que nos enfants restent à la maison sans études, sans rien. Alors, cette marche de l'opposition, moi, je voudrais que les femmes se mirent à cette marche pour alors sortir, dire qu'on en a marre de cette situation dans laquelle aujourd'hui sont plongés nos enfants. Nous les laissons à la maison. Moi, peut-être mon garçon de 3 ans qui me dit, s'il n'y a plus de cours, s'il ne va plus à l'école, qui s'ennuie à la maison, chaque matin je le laisse là, je pars au boulot et lui il est là. Ça fait près de mois qu'il ne va pas à l'école. Alors il a constaté qu'il y a eu rupture. Il m'a demandé s'il n'y a plus de cours. Donc, je pense que les parents doivent accepter de se réveiller. On ne doit pas manifester seulement quand c'est quand on a besoin des élections ou c'est quand on a... Mais si ces enfants ne partent pas à l'école, s'ils se retrouvent dans les rues, et nous savons les forces de l'ordre que nous avons en face de nous, ces enfants sont tués. Quelque part, en fait, nous nous sentons coupables. Nous serons comptables de ce qui va se passer après. Il faut que les gens acceptent de sortir de ce silence. Ces manifestations spontanées hier à Bonfi, à Koza, à Somfonia, ça explique tout simplement que les gens en ont marre. Ça explique la gravité de la situation dans laquelle est plongé les Guinéens. Alors moi je pense que c'est le moment d'agir. C'est le moment de montrer à ce gouvernement, franchement, de l'amener à prendre ses responsabilités, parce que là, on en a marre. Les grandes gueules. Arissa Tousso, Adiatoulaye parlait d'un ras-le-bol généralisé. Est-ce qu'il n'y a pas à craindre une crise vraiment très profonde qui s'annonce? Parce qu'il y a tellement de manifestations à part la crise syndicale. Nous avons suivi avant-hier cette crise au niveau du port autonome de Conakry, la marche des femmes hier matin et ces manifestations spontanées. Qu'est-ce qu'il faut craindre au fond? Parce que des enfants qui restent tout un mois à la maison, quels sont les efforts qui sont en train d'être consentis? Parce qu'il faut le dire, les négociations n'avancent pas. La situation bloque toujours autour de ces 40% entre les négociations entre les syndicalistes et le gouvernement. Est-ce qu'il ne faut pas craindre le pire? Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de phénomènes dans nos sociétés. Il y a la délinquance, il y a la consommation de la drogue. Donc, si les enfants restent à la maison, non seulement ils désapprennent, mais ensuite ils sont exposés à ces phénomènes. Donc, hier, c'était un mouvement d'ensemble, il faut le dire, parce qu'au départ, c'était une manifestation
des femmes de l'opposition, mais moi je suis montée dans les taxis hier et tout le monde disait la même chose. Ça fait 1 mois que nos enfants sont à l'école. Donc, du coup, beaucoup pensaient que c'était une manifestation pour l'éducation. C'est ce que beaucoup de personnes ont cru. Et même vers 16h, vers l'aéroport, les femmes sont sorties pour manifester, pour dire nos enfants sont à la maison. Des agents de la sécurité ont été déployés de ce côté. Elles ont manifesté pacifiquement. Je pense qu'il faut qu'on répète ce genre d'action, qu'on continue jusqu'à ce que le gouvernement trouve une solution à ce problème. C'est pas à vous d'appeler à ce que ce genre d'action se répète. Non, ce n'est pas appeler, mais c'est d'amener les gens à s'intéresser à la crise. Parce qu'il ne faut pas que ça passe comme si c'était un problème gouvernemental. Même si nous sommes des journalistes, non, mais en tant que journaliste, les choses doivent se passer de façon spontanée. Ce n'est pas à nous d'appeler les gens à descendre dans la rue. Elle n'appelle pas. Même si nous sommes des journalistes, nous sommes tous concernés aujourd'hui parce que nous avons des frères, nous avons des enfants. Donc, ce qui s'est passé hier, bien entendu, mais il faut attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. Moussaïro, je pense que tu appelles que les choses se passent d'elles-mêmes. D'accord, les choses se sont passées. Harissa, tu n'essaies pas, je pense, d'appeler à une manifestation. C'est pas à nous de le faire. Mais à un moment donné, on ne peut pas appeler à une manifestation. Quand elle dit qu'il faut que ce genre de choses se fasse, se répète, on ne peut pas appeler à... Moussaïro, toutes les femmes de la Guinée aujourd'hui sont concernées par cette situation. Évidemment, hier, si la communication autour de cette marche organisée par les parents des victimes, les mères des victimes sur l'axe, si cette communication ne disait pas que c'était une manifestation des femmes de l'opposition, je pense qu'il y aurait, eu beaucoup plus de femmes dans cette marche que prévu. Attendez, Adiatoulaye, la manifestation, je pense que ces dames qui ont organisé cette marche ont envoyé des lettres d'invitation à toutes les activistes. C'était une marche des femmes de l'opposition. Mais vous savez, l'impunité et non pas au début. Mais vous conviendrez avec moi aujourd'hui qu'il y a, quand on dit que ce sont des femmes de l'opposition républicaine, il y a une connotation politique qui est là. Il y en a qui ne se retrouvent pas dedans. Il y en a qui ne se définissent pas à cette marche, alors elles ne vont pas partir. Moi, par exemple, je savais que c'est parce que c'est la communication qui a tourné autour. Je savais que ce sont des femmes de l'opposition qui organisaient cette marche. Alors, je me disais à un moment donné que je n'ai rien à faire dedans parce que ce ne sont quand même pas... Non, mais beaucoup se sont retrouvés ensuite en tant qu'extérieur. Mais après, en fait, quand j'ai suivi la déclaration de Mme Maïmouna, l'intervention de Mme Ba sur Espace, j'ai compris alors qu'il y a eu peut-être un malentendu ou un changement. Il n'y a pas eu de changement en fait. Peut-être que la communication est mal passée. C'est que moi j'ai envie de rajouter sur ce que les unes et les autres ont dit ici. Il faut simplement tirer la leçon sur les manifestations d'hier. En fait, moi je pense que c'est un peu comme si on disait c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ou alors, à un moment, il faut toujours que ça parte de quelque part. Et c'est parti à partir d'une marche que les femmes de l'opposition ont organisé et qui ont élargi à des structures de la société civile et à des individus. Finalement, la marche a été une réussite, une marche pacifique et il n'y a pas eu des exactions qu'on a l'habitude de connaître, surtout quand il s'agit de l'axe-là. Et si donc le point de départ est parti de là, quand Harissa Tousso, elle dit qu'il faut que ça se répète, certainement ce n'est pas parce qu'elle veut appeler à une insurrection ou alors elle veut elle-même être peut-être l'initiatrice des appels à la marche ou à manifestation ici, mais c'est un peu pour dire qu'il faut que l'on arrête aujourd'hui d'être passif. Il faut qu'on arrête d'être passif. Il faut qu'on arrête de faire l'attentiste et qu'on attende toujours que les autres, on attend toujours que les autres disent non, stop, etc. Il faut que ça parte de quelque part et j'espère que ça sera, comme elles ont dit, un mouvement d'ensemble. Par rapport à ces manifestations spontanées, nous apprenons qu'il y a eu un cas de mort d'homme. Nous avons le contrôleur général Aboubacar Kassé en ligne. Il va nous en dire un peu plus. Bonjour, contrôleur général. Les grandes gueules. Bonjour, Hiro. Bonjour à tes invités et bonne fête à toutes les Guinéennes. Merci, bienvenue dans les grandes gueules. Alors, nous avons appris hier que suite à ces manifestations spontanées des femmes qui demandaient notamment la reprise des cours, une vie aurait été perdue du côté de Symphonia. Il y avait quand même ce malentendu. On se demandait si c'est un jeune garçon ou c'est une femme. Quelles sont les précisions que vous avez apportées ce matin? Je confirme cette version. En fait, il s'agit, c'est vers entre 12h et 13h au niveau de Symphonia, au niveau de la T7, à proximité des rails, un minibus en provenance donc de la cimenterie est venu constater qu'il y a des barricades à ce niveau. Donc, le chauffeur pris de panique
a eu à heurter une jeune fille dont l'âge varie entre 13 à 14 ans dans sa fuite. Mais il y a eu un délit de fuite parce qu'il ne s'est pas arrêté. Il a continué et c'est au niveau du marché de Symphonie à Gare 1 que les jeunes qui le poursuivaient l'ont récupéré. Il a été sérieusement molesté, bastonné. Et il a pu quand même fuir. Et c'est dans cet état que les jeunes ont eu à mettre le feu au minibus qui était complètement calciné. Il s'agit d'une jeune fille dont l'âge varie entre 13 et 14 ans. Alors, commissaire Kassé, à chaque fois qu'il y a des sorties ou des petites manifestations ou des manifestations tout simplement, il faut qu'on ait à déplorer des morts et autres. Alors, quelles sont les dispositions que vous prenez à chaque fois qu'il y a des manifestations? Parce qu'hier, certes, la manifestation du côté de Symphonia n'était pas prévue, mais quand même, on savait qu'il y avait des remous dans la ville à partir du moment où on était sortis, les femmes étaient sorties du côté de Amdalaï pour venir jusqu'à Bambeto. Alors, est-ce que vous n'aviez pas prévu de poster là des agents pour sécuriser ces manifestations, pour éviter qu'il y ait des problèmes ailleurs? Et bien sûr, on a eu à mettre un dispositif. Il y a eu des rencontres préalables avec monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, Finish qui a eu à délivrer une réquisition pour ce qui concerne l'implication de la gendarmerie et une demande de concours pour l'implication des unités d'intervention, les commissariats centraux ayant pour mission régalienne de sécuriser les citoyens et les personnes. Donc nous avons eu à mettre un plan opérationnel d'urgence suite à cette manifestation qui a été autorisée par monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Le trajet était connu, le lieu de rencontre était connu, c'était au niveau de la T1 à Poncasser, jusqu'au niveau du rond-point de Bambeto. Mais nous avons reçu des informations comme quoi, en dépit de ce dispositif, de cette marche plutôt, il y avait des velléités dans les quartiers, dont nous avons instruit tous les commissaires centraux à se déployer au niveau des axes, les ronds-points et dans les quartiers. C'est ce qui fut fait. Bon, là, je précise que c'est un accident de circulation. Il est venu, il a eu des barricades. Et très tôt, déjà depuis 11 heures, même dans Symphonia, et j'avoue, je persiste pour dire qu'il y a eu des femmes même qui sont mises à ériger des barricades, à brûler les pneus au niveau de Symphonia Marché. Et ça a continué jusqu'au soir. Comme il s'agit des femmes, de nos sœurs, donc des instructions avaient été données qu'il n'y ait pas de violence vis-à-vis des femmes. Si elles veulent manifester, l'autorisation leur a été accordée. Donc il faudrait, dans le respect, dans l'humilité la plus absolue, assurer la circulation. Mais c'est ce minibus qui est venu, qui ne savait même pas qu'il y avait des barricades devant, et pour ne pas être victime de lynchage. Donc c'est en rebroussant chemin dans l'euphorie qu'il a eu à arrêter cette petite fille qui était à côté. Et donc, mais dans l'ensemble, en dehors de, nous déplorons la perte de la mort de cette jeune fille. Et nous présentons vraiment les condoléances à la famille éplorée, à l'ensemble des femmes, parce qu'aujourd'hui c'est la fête des femmes, et parler de la perte en vie humaine d'une jeune fille de 13 à 14 ans, c'est un peu difficile. Mais en dépit de cela, dans l'ensemble du territoire, dans la ville de Conakry, nous avons eu à nous déployer. En général, il n'y a pas eu d'opposition. Instantanément, comme vous l'avez si bien dit, il y a eu des regroupements de femmes par-ci, par-là, à Ratoma, à Matam, à Kaloum, un peu partout, à Ratoma vers Koza, Bambeto, Koloma, Marché, et jusqu'à 19h30. Et le problème, c'est que il y a eu des loupards. Je précise que c'est des jeunes qui ont eu à ériger des barrages et qui sont mis quand même à s'attaquer aux paisibles usagers qui étaient sur la voie publique, dans le seul souci de les arnaquer.
Et c'est ce qui a fait qu'à partir de 19h30, nous avons aussi eu à déployer les unités comme les BAC, les BRD, parce que à partir de 19h30, ce n'est plus un problème de revendication. Nous avons affaire à des individus qui ont d'autres intentions. Donc, nous avons eu quand même à nous déployer juste tard la nuit. On était au bureau pour essayer de... Bien. Commissaire, on va toucher d'autres pans de l'actualité avec vous. Vous êtes le porte-parole de la police et bien entendu, ce service, le PROGEM relève de la police, l'Office de protection du genre de l'enfance et des mœurs. Nous sommes le 8 mars, c'est l'occasion de regarder dans le rétroviseur. Mafoudia, on va faire un peu le point sur les statistiques des violences faites aux femmes avec le contrôleur général Kassé. Alors, justement, on voudrait savoir, puisque c'est une journée qui nous est donnée, on voudrait bien revenir sur notamment ces chiffres. Que nous dire aujourd'hui, parce que nous avons des informations, des femmes battues, des violences, en tout cas basées sur le genre, il y en a beaucoup aujourd'hui. Mais après, on se dit qu'il y a l'impunité derrière. Déjà, quels sont les chiffres que vous pouvez nous donner, ne serait-ce que pour l'année 2017 qui vient de s'écouler, à quel niveau se situe cette problématique en Guinée? Pour ce qui est des statistiques de 2017, en parlant de viol, la police a eu le nombre de cas traités au niveau de la police, c'est 235 cas de viol. Et les victimes âgées de moins de 18 ans, il y a eu 159 cas. Âgées de plus de 18 ans, c'est 76 cas. Et le problème, c'est que le nombre d'auteurs âgés de moins de 18 ans qui sont victimes de ces cas de viol, nous avons eu pour 2017 84 jeunes garçons mineurs qui sont auteurs de ces cas de viol et plus de 18 ans, c'est 151 cas de viol. Bon, il y a eu des mariages forcés, il y a eu 20 cas de mariages forcés et ainsi de suite. Bon. En faisant l'analyse, parce qu'en 2015, le cas de viol, c'est le nombre de cas que nous avons attribués, c'est 88 cas. Moins de 18 ans, 84 cas. Plus de 18 ans, 4. Et les auteurs moins de 18 ans, c'est 10. Plus de 18 ans, c'est 18. Donc, c'est 88 cas. Mais en 2016, déjà, de 88, nous venons à 119 cas de viol enregistrés. Et dont 104 cas ont été déférés. Et en comparant ces 2 années à l'année 2017, nous voyons que c'est 235 cas. Donc, la courbe ne fait qu'augmenter. Donc, il faudrait qu'à tous les niveaux, que des réflexions, des analyses soient faites au niveau des parents, au niveau des éducateurs, au niveau de tous ceux qui sont en charge de l'éducation pour que Commissaire Kassé, vous parlez de beaucoup de cas de viol. Est-ce que on vous signale des cas pour lesquels les victimes n'osent pas venir porter plainte ou témoigner? Oui, vous savez, ce que je m'appesantis sur cet état de fait, ça c'est des cas connus, enregistrés tant au niveau de Conakry, dans les différentes communes, à l'intérieur de pays dont Sigiri, Kissidougou, Dinguiraye, Forekari, Abouké, Boufa, c'est-à-dire dans l'ensemble des préfectures. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nombreux sont des cas qui ne sont pas portés à la connaissance des services de police ou de gendarmerie. Les gens préfèrent privilégier le social au niveau des familles pour dire que non, il ne faut pas éclabousser la famille, ainsi de suite. Ils préfèrent des règlements à l'amiable. Mais tous ces cas dont on a connaissance ont été donc pris en compte et déférés au niveau des tribunaux. Allez, commissaire Kassé, ces chiffres quand même sont alarmants et ces chiffres ne sont que ceux que vous recevez comme déclaration ou en tout cas comme plainte au niveau des services de police. Officiel. Alors, officiels, c'est des chiffres officiels. Pour ceux qui ne sont pas déclarés, on n'en sait pas encore. Mais alors, les chiffres ne font qu'augmenter depuis un certain nombre d'années. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a légèreté de la justice? C'est parce qu'il n'y a pas eu de punition derrière que ces crimes-là sont en train de persister. Oui, tout à fait. Je ne veux pas occulter la chose, mais il faudrait rendre responsable tout le monde, les parents à tous les niveaux, au niveau de l'éducation, tous ceux qui sont en charge de l'éducation, les responsables donc à tous les niveaux,
il faudrait que nous pensions sur cet état de fait. Il faudrait que nous changions nos comportements, nos mœurs, parce que les gens disent non, qu'il faut pas envoyer ces cas au niveau des services de sécurité, c'est pas du tout bon. Mais c'est ce qui fait que l'OPROGEM en charge de la protection du genre et de l'enfance en relation avec les institutions se battent dans le cadre de la sensibilisation des parents à tous les niveaux. Donc il faudrait que ces chiffres puissent quand même retenir l'attention de l'ensemble des décideurs de ce pays, de l'ensemble des responsables, des parents d'élèves, pour que nous puissions quand même essayer de mettre pas un terme définitif à la chose, mais que nous puissions quand même nous centrer sur l'éducation des enfants, faire en sorte que chaque fois qu'il y a un cas de viol qui est constaté dans une localité, que tout de suite les services de sécurité, les services administratifs soient informés et pour que les dispositions soient prises. Allez-y, Asmao. Commissaire Kassé, je voudrais également vous interpeller autour d'une question parce que très souvent, même s'il y a beaucoup de victimes qui viennent porter plainte, on se pose la question quant au dénouement de la plainte. Il n'est pas rare que les négociations se passent au niveau des commissariats. Est-ce que là aussi, ce n'est pas une forme d'entacher la procédure, parce que si elle n'arrive pas au niveau de la justice, on se contente des engagements pris ou écrits au niveau des commissariats, soit disant qu'on a trouvé un dénouement. Est-ce que ce n'est pas un autre problème également et que les commissariats devraient revoir cela? Je vous rassure que pour les cas de viol, il n'y a pas de négociation, d'arrangement au niveau des commissariats. Des instructions sont données. Depuis que nous sommes responsables au niveau des commissariats urbains, au niveau des commissariats centraux, tous les cas de viol dont on a eu connaissance ont été déférés. C'est ce que l'OPROGEM aussi est en train de faire. J'avoue que si les indices prouvent à suffisance que ces cas de viol sont confirmés, les gens ils sont déférés. Nous travaillons de concert avec le médecin légiste. Et dans la mesure où on parle, deux fois, on parle de viol, mais lorsque nous constatons, nous voyons les résultats médico-légaux, c'est des défloraisons anciennes. Et c'est des jeunes filles qui entretiennent donc ces relations. Il faudrait que l'éducation, les parents à tous les niveaux se pensent sur l'éducation, sur la sécurité. Commissaire, je pense que la question d'Asmao a tout son pesant d'or parce que nous, activistes de la société civile, sommes souvent confrontés à ce genre de situation où quelquefois on demande de l'argent aux parents des victimes qui viennent porter plainte, même pour se déplacer, aller et mettre la main sur les présumés auteurs. Est-ce que vous pensez que vos instructions sont suivies à la lettre, à la base? Ça, c'est la première question. L'autre question, je voulais qu'on parte un peu sur le cadre des violences conjugales. Récemment, il y a une dame qui a été battue à 2 semaines de son accouchement. Elle est décédée. Nous apprenons que le monsieur a été arrêté. Qu'en est-il réellement? Pour ce cas express, j'avoue que le mari est à la maison centrale. C'est l'OPROGEM qui a traité ce dossier et il a été déféré il y a environ 1 semaine de cela. Il est à la maison centrale. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes à la disposition des citoyens chaque fois que un citoyen victime. Donc, vous savez, la réforme de la police de proximité, Asmao qui est à côté de vous, est mieux censé quand même vous donner des explications que toutes les dispositions, les contours de cette réforme. Aujourd'hui, nous nous battons pour faire redorer le blason, nous nous battons pour faire en sorte que cette confiance renaisse entre les citoyens et les services de police. Aujourd'hui, il est formellement interdit à un service de police, à un agent de réclamer, de demander de l'argent sans serait-ce que pour aller déposer une convocation ou aller interpeller quelqu'un. Si ces cas sont constatés, alors nous sommes entièrement à la disposition des uns et des autres pour que cet état de fait nous soit rapporté pour que des dispositions soient prises. Parce que généralement, il y a l'information, il y a les instructions que nous donnons, mais souvent il y a des agents dans l'exécution de ces décisions qui ont un très mauvais comportement, mais avec
les efforts des uns et des autres, de ministres d'État à tous les niveaux. Asma est mieux placé pour dire qu'il y a eu beaucoup de formations à cet état de fait. Et je pense qu'aujourd'hui, le comportement des agents est en train de changer à ce niveau. Bien. Parce que nous travaillons directement avec les élus locaux. Alors, commissaire, est-ce que parmi tous ces cas que vous avez énumérés ici, est-ce qu'il y a eu des cas qui ont été jugés et classés? Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'on a obtenu gain de cause de ne serait-ce que quelques cas? Est-ce qu'il y a un pourcentage des cas qui ont été jusqu'au bout? Chacun va jouer sa partition. Nous sommes des services d'application de la loi. Nous veillons à l'application de cette loi. Nous veillons en sorte que si nous constatons la commission des crimes et délits, nous recherchons les indices qui prouvent à suffisance la commission de ces actes délictuels. Nous recherchons, nous cherchons à identifier les auteurs, nous les recherchons, nous les arrêtons, nous faisons un procès verbal et nous les présentons au procureur de la République. À Conakry, il y a les 3 tribunaux, ça dépend de la zone de compétence. Si un acte délictuel est constaté, il est présumé auteur pour lesquels les indices prouvent à suffisance qu'ils sont présumés auteurs de la commission de ces cas, nous les mettons, nous les présentons. Donc la suite, et je sais que ce que nous faisons, les procès-verbaux que nous dressons, c'est à titre d'information pour le procureur, pour édifier, pour éclairer sa religion. Si à son niveau il prouve que des indices ne sont pas justes ou sont insuffisants, il est libre de prendre une décision. Bien. Mais aujourd'hui, nous travaillons avec la justice, et surtout nous faisons en sorte que les fiches à compléter, nous avons demandé à la justice pour remettre ces fiches à compléter pour que si nous déférons et toute décision au niveau de la justice qui va être prise, que nous soyons informés. Que vous ayez un retour. En tout cas, merci le contrôleur général Boubacar Kassé, porte-parole de la police. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Boké, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. On a écouté le contrôleur général Boubacar Kassé, le porte-parole de la police nationale. Mafoudia, une rapide réaction. Alors là, on a eu une communication solennelle, je le comprends bien, et c'est bien de savoir qu'ils sont en train de s'activer, mais entre nous, on sait que sur le terrain, il y a pas mal de choses qui se passent. C'est un peu comme ce que Asmaou notait, le rôle de ces agents normalement, qui se contentent de régler le cas à leur niveau. Et je me souviens aussi du cas de cette fille dans un village, je ne vais pas donner le nom, où une fille qui a été violée, qui est venue pour porter plainte et elle a été de nouveau violée par les agents de ce côté. Je pense que l'impunité, c'est le gros du problème. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de cas de viol. Moi, je pense que non. Au contraire, c'est parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui osent aujourd'hui dénoncer. Mais après, pour rassurer ces personnes, pour amener d'autres personnes à davantage témoigner et surtout pour mettre fin à la pratique ou réduire de façon considérable la pratique, il faut punir. Malheureusement, on n'a pas la justice qui, normalement, la dernière question de Toulaye qui est très important pour savoir combien de personnes ont été punies, des auteurs justement, parce qu'il parle de 84 auteurs mineurs en 2017 et plus de 150 des personnes quand même âgés qui se permettent de violer des enfants. Et puis d'année en année, on a l'impression que la situation avance crescendo. Exactement. Donc la justice est mieux placée aujourd'hui pour nous dire ce qui est fait et surtout nous rassurer par rapport à ces cas de viol parce que c'est encore inconcevable de savoir qu'il y a des gens qui sont capables, bon c'est des malades, on peut le comprendre, qui sont capables de violer un bébé, mais après en face on a cette justice normalement qui doit pouvoir les condamner.
Avant d'en venir à notre invité, Maître Alimatou Camara, il faut rappeler les coordinatrices de la clinique juridique du projet OGDH FIDH. Ils prennent en charge généralement les victimes de violences conjugales, de viols, ainsi de suite. On va lui poser des questions, mais rapidement pour en terminer avec la question sécuritaire. Oui, tout à fait. Ce que je veux dire aujourd'hui, il faut que la justice se sente interpellée également, parce que très souvent, nous posons la question aux services de sécurité, parce que oui, tout part d'eux. Mais l'aboutissement, c'est au niveau de la justice. Et nous sommes aujourd'hui dans un pays où le procureur de la République n'a pas pris l'habitude d'organiser des points de presse pour faire le point sur la situation d'un dossier donné. Et ça, c'est grave. Les gens ont envie de savoir, oui, telle chose a démarré dans un commissariat ou dans une brigade de gendarmerie. Où est-ce qu'on en est? Mais très souvent, lorsque ça arrive au niveau de la justice, on n'en sait plus rien et puis on reste comme ça sur les chiffres. Moi, je voudrais me féliciter de ces chiffres, pas pour dire que oui, parce que ça augmente, mais plutôt parce que les gens ont brisé le tabou autour du viol. Maintenant, les gens vont porter plainte. Je suis sûre que si rien n'est fait pour arrêter le phénomène de viol, l'année prochaine encore, on retrouvera des chiffres plus que ça, parce que maintenant, les gens, comme on a dit, la honte a un peu changé de cas. Maintenant, les femmes n'ont plus honte d'aller dans un commissariat pour porter plainte. Et il l'a rappelé tout à l'heure au niveau de l'hôpital, il n'est pas rare de trouver des cas de violence, que ce soit conjugale, mais surtout des cas de viol dans les hôpitaux aujourd'hui. Et le médecin, au niveau de la médecine légale, quand tu arrives toute la journée, il y a des femmes qui arrivent parce qu'elles ont des problèmes. Mais au niveau de la justice, qu'est-ce qu'on en fait exactement? Il faudrait que de ce côté, que l'on puisse communiquer. Ce ne reste que alors que des chiffres sur les affaires qui ont abouti ou quel a été le sort, parce que ça peut aussi être un élément de sensibilisation pour que l'on dise oui, la justice a pu condamner tel nombre de personnes pour cause de viol, et en ce moment ça peut frapper la conscience et éventuellement prévenir les cas de violence. Les cas de violence. Alors, qui mieux pour nous en parler? Maître Alimatou Camara, vous êtes juriste mais aussi coordinatrice de la clinique juridique du projet OGDH FIDH. Vous avez écouté le contrôleur général Boubacar Kassé. Quel sentiment vous anime après l'avoir écouté avec tous ces chiffres? Bon, écoutez, c'est un sentiment de désolation. Il faut dire que les histoires de violence sexuelle et aussi de violence d'une façon générale basée sur le genre, c'est quelque chose que nous vivons au quotidien. Et ce qu'il faut relever, c'est que c'est bien beau de donner des chiffres, mais encore que les procédures judiciaires, la plupart du temps, dorment. Et aussi, les victimes de violences, que ce soit les cas de viol, le plus souvent, c'est des personnes vulnérables. C'est des personnes qui ont beaucoup plus besoin de soins médicaux, d'accompagnement psychologique, que même de justice. Parce que quand quelqu'un qui a été victime de viol, qui a des difficultés économiques, même pour se payer les frais d'un avocat, alors qu'elle a besoin d'un accompagnement psychologique, c'est quelque chose d'incroyable. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de formation au niveau de la justice. On a besoin. Il y a pas très longtemps, il y a moins de 4 semaines, j'ai défendu un dossier de viol. J'étais du côté de la partie civile. La victime était une femme mariée, mais elle a quand même tenu jusqu'au bout. Et l'auteur du viol, pour le cas de la première instance, a été condamné. Mais vous auriez entendu les questions des juges qui sont censés trancher sur le droit. C'est des questions, oui, est-ce que vous deviez vous retrouver dans une chambre avec un monsieur vu que vous êtes marié? Les grandes gueules. Alors qu'en réalité, la question c'est, est-ce qu'elle était consentante? Justement. Jusqu'ici, je pense que même ceux qui sont censés rendre le droit, rendre la justice, sont emprisonnés dans une espèce de sphère. Ils sont emprisonnés par leurs réflexes. Par les pesanteurs socioculturelles. Oui, mais aussi par des réflexes qui n'ont pas lieu d'être et qui ne doivent pas être. Quand un avocat qui défend un dossier vous dit à l'audience, parce que quand on va à l'audience, c'est pour vulgariser le droit, parce qu'on a en face de nous des gens qui doivent comprendre et savoir, on parle d'une telle infraction comme le viol, quels sont les éléments constitutifs du viol? Un avocat qui dit à la barre, devant une audience, qu'en fait, il n'y a viol que lorsqu'il y a défloraison. C'est pour dire qu'en fait, qu'une femme qui a perdu sa virginité ne peut pas être violée. C'est incroyable. Écoutez, aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de travail à faire, non seulement du côté des victimes,
Parce que nous, aujourd'hui, on a un programme d'accompagnement médical. Ça fait au moins 5 ou 6 mois qu'on a accompagné médicalement près de 20 personnes. Mais aussi, on a un programme d'accompagnement psychologique. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que quand on rend les décisions de justice pour dire oui, vous avez été violé, oui, on vous rend vos droits. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que les femmes, elles sont brisées à l'intérieur. Ces femmes-là sont détruites. Elles ont besoin d'accompagnement psychologique surtout et ces hommes de droit qui se posent certaines questions par rapport au viol alors que tout est mentionné dans le code pénal. On va y revenir dans la deuxième partie de cette émission. Surtout, gardez votre position d'écoute. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusés jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.